Alors mes amis, je vous présente cette magnifique fusée emblématique, la merveilleuse fusée Saturne V, celle qui a envoyé les astronautes sur la Lune, l'émission Apollo. Et cette fusée, en passant, eh bien, c'est une fusée qu'on a fait il y a quelques années avec un groupe de 6e année au primaire. Chaque équipe avait une section à monter, puis il fallait que tous s'emboîtent ensemble. C'était un projet incroyable. Les jeunes ont vraiment eu du plaisir. Donc, je vais tasser ma boule pour me faire de la place et on va regarder. La Saturne V, vous allez voir, c'est une fusée emblématique et magnifique. Et le vaisseau Apollo fut l'incroyable machine qui a permis à des astronautes de marcher sur la Lune. Il était divisé en 3 parties. On avait le module de commande, le module de service et le module lunaire. Et chaque mission était lancée de Cap Canaveral en Floride. Et le centre de contrôle a toujours été situé à Houston, au Texas. La fusée Saturne V mesurait 110 mètres de haut. 110 mètres de haut, c'est énorme! Donc, vous voyez sur le tableau, ça vous donne une petite idée de grandeur. Mais le Starship Super Heavy de SpaceX mesure 121 mètres. La Saturne V était, comme on disait, divisée en 3 étages et chacune de ces étages avait un nom technique. Le premier étage était appelé S1C et était équipé de 5 moteurs fusée F1. Et le deuxième étage était appelé S2 et était équipé de 5 moteurs J2 plus petits. Et le troisième étage était appelé S4B et était équipé d'un unique moteur J2. Bref, le véritable vaisseau était situé juste au-dessus de toutes ces sections. Vous voyez, tout ça pour ça. Et le module lunaire était juste à l'intérieur là. Et pendant le lancement, ce module était protégé par 4 panneaux qui formaient l'adaptateur du module lunaire. Et le module de service, lui, contient les moteurs nécessaires pour entrer et sortir de l'orbite lunaire, ainsi que des piles à combustible et d'autres systèmes électriques. Et le module de commande est juste là où les 3 astronautes passaient la plupart de leur temps. Et tout en haut, vous pouvez voir la tour de sauvetage. Et en cas d'urgence, elle peut éloigner le module de commande loin de la fusée. Et la structure que vous voyez à côté de la Saturne V est appelée tour de lancement. Puis il y avait 9 bras de service qui fournissaient des accès à la fusée. Et le jour de lancement, eh bien, les 3 astronautes prenaient un ascenseur qui les emmenait au dernier bras de service tout en haut. Elle est encore trop haute pour la vidéo, mais on appelait ça la salle blanche. Et la salle blanche permettait d'entrer dans le module de commande et 4 des bras de service sont enlevés de la fusée avant le lancement. Et le premier étage est mis à feu 8 secondes avant que la Saturne V décolle. Et lorsque la Saturne V commençait à se soulever, eh bien, les 5 autres bras de service s'enlevaient du chemin et libéraient la fusée. Et on parlait d'un décollage lent avec le Starship Super Heavy cette année, mais oubliez pas qu'il fallait 12 secondes à la fusée Saturne V pour dépasser la tour de lancement. Hey, 12 secondes! OK, nous le savons, c'est 12 secondes, là. Tu l'as assez dit, Smart. Et à mesure que la Saturne V prenait de la vitesse, eh bien, les astronautes ressentaient 4G. Ça, c'est 4 fois ton poids. Et pour avoir subi 2.5 dans centrifugeuse de Mission Space, le manège d'astronautes en Floride, je peux vous dire que 4, ça devait être assez extrême. Le premier étage s'arrêtait 2 minutes et 42 secondes après le lancement à une altitude d'environ 67 km. Et des verrous explosifs détonaient et libéraient le premier étage qui retombait dans l'océan Atlantique. Et juste après, eh bien, le deuxième étage était mis à feu. Et à une certaine altitude dans l'atmosphère, eh bien, la tour de sauvetage ne servait plus à rien et était abandonnée. Et le second étage s'arrêtait 9 minutes et 12 secondes après le lancement à une altitude d'environ 175 km. Et le troisième étage était mis à feu pendant un court laps de temps pour placer les astronautes sur une orbite parking qu'on appelle en anglais ou stationnement à 190 km. Et on appelle ça une orbite stationnement ou parking, eh bien c'est parce qu'elle n'est pas assez haute pour permettre de rester longtemps en orbite. Et après avoir effectué 2-3 révolutions, ça prend environ 2 heures, et confirmer que tous les systèmes fonctionnent, eh bien le moteur du 3e étage est allumé encore une fois pendant 6 minutes. Et nous appelons ça l'injection translunaire. Et c'est ce qui va vous éjecter de la Terre vers la Lune. Donc, plus de tour de sauvetage, on l'oublie. Et le S4B qui est ici avec son seul moteur, ben, il est devenu inutile, il ne sert plus à rien, donc lui aussi... Et par la suite, les panneaux de l'adaptateur du module lunaire se détachent, révélant le module lunaire. Et le module de commande et de service effectue une rotation à 180 degrés. Et le module de commande doit s'attacher au module lunaire puis le sortir. Vous voyez, ça va ressembler à ça pour le voyage en route vers la Lune. Tu pourrais te débarrasser de la section des panneaux de protection. Et en route vers la Lune, eh bien, les températures sont vraiment extrêmes. Et tu veux pas que les composants du vaisseau gèlent ou surchauffent, alors le vaisseau il est mis en rotation lentement pour assurer une bonne distribution de la chaleur. Donc, tout le long du voyage, il va tourner comme un poulet sur un barbecue. Oh, il y a un petit coup de grunge. Non.
Et pendant le voyage lunaire, eh bien, curieusement, nous orbitons toujours la Terre, mais l'orbite a une forme elliptique. Et au moment du lancement, eh bien, la Lune est à peu près juste là. Et pendant les 3 jours suivants, eh bien, leurs chemins se croisent. Donc, la gravité de la Lune change la trajectoire du vaisseau spatial progressivement. Puis s'il y avait un problème moteur, eh bien, les astronautes pourraient quand même revenir. Mais si tout va comme prévu, eh bien, c'est l'insertion en orbite lunaire. Et lorsque le vaisseau spatial passe derrière la Lune, eh bien, le moteur du module de service est mis en route pendant environ 6 minutes pour ralentir le vaisseau. Et pendant que les astronautes sont complètement seuls derrière la Lune, eh bien, c'est là que beaucoup d'événements importants se déroulent. Donc, le résultat apparaît lorsqu'ils reviennent du côté visible. Et pour les missions Apollo 11, 12, 14, 15, 16 et 17, après quelques tours, eh bien, 2 astronautes prenaient place dans le module lunaire et se préparaient à lunir. Et l'un d'entre eux restait dans le module de commande et service et continuait d'orbiter seul autour de la Lune. Et cette technique, ça va changer parce que Artemis, on laissera jamais un astronaute seul orbiter autour de la Lune. Ils vont toujours être 2-2. Et en passant, LEM, c'est Lunar Module. Il y a juste 2 lettres, c'est pas Lunar Excursion Module, LEM avec un E au centre. Ça, c'était ça initialement, mais ils ont changé. Le LEM déploie ses jambes et après une dernière vérification se sépare du CSM. Le LEM s'éloigne d'environ 3 km avant de mettre à feu son moteur de descente qui sera utilisé pendant environ 30 secondes pour descendre à environ 15 km de la surface. Puis, bien, le moteur est remis en route pour l'initiation de la descente motorisée. Les fenêtres sont pointées vers la surface, mais à mesure que l'on se rapproche de la Lune, elles sont pointées vers l'horizon pour donner aux astronautes une bonne vue de la surface. Et j'ai pas besoin de vous dire que le site d'alunissage doit être plat et sans de grosses roches. Tu viens de le dire, le SMAT. C'est vrai. Les astronautes ne doivent pas mettre trop de temps à se poser parce qu'ils n'ont pas beaucoup de carburant. Puis une fois que l'expédition, ils n'aimeraient pas ça que je dise ça, mais est terminée, ils décollent de la surface. Et le LEM au module lunaire était divisé en 2 étages. On avait l'étage de descente qui était laissé sur la Lune et l'étage d'ascension qui avait son propre système de propulsion pour ramener les astronautes en orbite. Donc, mes amis, la partie du bas du module LEM est toujours sur la Lune. Oui, ils sont restés sur la Lune. Donc, il y a eu 6 missions qui se sont posées, qui ont aluni, mais sont toujours sur la Lune au musée lunaire. Ensuite, c'était l'heure du rendez-vous. Oui, on va le dire en français parce que c'est en français. Et par la suite, l'amarrage. Et le décollage doit avoir lieu au bon moment. Ça, c'est vraiment primordial. L'étage d'ascension s'allume pendant environ 7 minutes et demie et par la suite, plusieurs petites poussées sont faites pendant 3 heures et demie. Et ça, c'est environ 2 orbites avant l'amarrage et à mesure que les missions Apollo avançaient, il était meilleur, ça prenait juste une orbite. Et par la suite, le LEM et le module de commande-service sont amarrés et tout l'essentiel est transféré dans le module de commande et puis par la suite, le module d'ascension est abandonné. Soit en orbite lunaire ou soit complètement craché sur la Lune. Et par la suite, comme à l'aller, le moteur du module de service s'allume lorsque l'équipage est de l'autre côté de la Lune pendant 2 minutes et demie. Et par la suite, le voyage de 3 jours est entamé. Et 3 jours dans le module de commande, là, c'est énorme parce que là, il ne pouvait plus aller nulle part parce qu'ici, n'oubliez pas le module de service pour entreposer l'oxygène et le carburant, mais c'est pas un loft. Là. Et ça signifiait que les 3 astronautes étaient dans le module de commande pour le reste du voyage. Une fois revenu en orbite terrestre, le module de service est abandonné. Et de toute cette énorme fusée, il ne reste, mes amis, que le module de commande avec les astronautes dedans. Et pendant tout le voyage, le module de service protégeait l'arrière du module de commande, ou le bouclier thermique. Et la rentrée dans l'atmosphère est vraiment très dangereuse parce que les astronautes sont en chute libre depuis la Lune. Imaginez la friction lorsque le module entre dans l'atmosphère. Le bouclier thermique va heureusement offrir la protection nécessaire. Une fois arrivé à environ 3,2 km d'altitude, les derniers parachutes sont déployés. Et c'est à ce moment qu'un porte-avions va être là pour recueillir les astronautes. Heureux d'avoir complété une mission. Et en 2024, c'est le retour de ces missions merveilleuses. Vous trouvez pas que le futur est motivant? Wow! Et après la génération Apollo, nous sommes maintenant à la génération Artemis. Oui, la sœur jumelle d'Apollo.